Alors, dans les tout premiers temps de l'imprimerie, il y a certaines personnes qui ont parlé d'un art divin, d'un art noble. Et puis, très rapidement après, quelques décennies après, on a des imprimeurs qui se plaignent de la concurrence, de la rage, de la perfidie des imprimeurs. Alors, ce livre, La Venise des livres, cherche justement à apporter quelques éléments de réponse sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Comment est-ce qu'on est passé d'une célébration quasi béate de l'imprimerie à une déploration des mauvais imprimeurs qui feraient mal leur travail. Donc il faut se replacer un petit peu dans le contexte de Venise à la fin du XVe siècle. Venise, c'est la première ville productrice de livres en Europe en termes de quantité. C'est des centaines de milliers de pages imprimées dès avant 1500. L'imprimerie commence en 1469. Et très rapidement, dans les années 1480, Venise prend la tête de toute la production européenne, avec notamment Paris, d'autres grandes villes, mais qui n'arrivent pas à la dépasser. Et à Venise, donc, vous avez des dizaines d'ateliers qui sont ouverts en même temps. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, qui est tiré de ma thèse de doctorat dirigée par Elisabeth Crouzet-Pavant, c'est de retrouver la trace de tout ce monde du livre, d'essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'une industrie du livre se développe pratiquement de rien, et comment est-ce qu'on a donc un nouveau milieu économique et social qui se crée. Donc pour ça, il a fallu retrouver les traces de ces imprimeurs, de ces libraires, de ces ouvriers typographiques, de tout ce petit monde du livre, à travers leurs testaments, les procès, les réglementations aussi que les autorités vénitiennes leur donnent. Et tout ça a permis de dégager quelques grandes tendances de ce monde du livre. En particulier, on voit émerger des grandes familles à la fin du XVe siècle, des familles qui concentrent en leurs mains un capital très important, qui marient leurs enfants entre eux, parce que c'est aussi une manière de maintenir le capital entre des mains restreintes. Et dans ces grandes familles, on voit aussi des femmes gestionnaires, ces femmes qui n'impriment pas elles-mêmes, qui ne signent pas d'édition elles-mêmes, mais on les voit en fait essayer d'organiser la vie familiale, d'organiser la vie de l'entreprise. Alors parfois ça marche. Cristina Fontana, par exemple, au début du XVIe siècle, réussit à récupérer la tutelle de son frère contre son oncle, réussit à marier son beau-fils qu'elle éduque et qui devient imprimeur. Elle-même est mariée à un libraire puis à un imprimeur. Puis parfois ça ne marche pas, comme Paula de Messine qui, dans son dernier testament, déshérite tous ses enfants et demande à Dieu de leur pardonner tout le mal que ses enfants lui ont causé. Probablement qu'il y avait un conflit ici dans l'entreprise typographique. Alors au-delà de ces grandes familles, de ces grands noms en fait, qui ressortent du monde du livre vénitien, on a aussi tout un petit monde de gens dont les traces sont infimes en fait, dans les archives vénitiennes. Et j'ai essayé de les reconstituer. Et une des choses qui apparaît vraiment de façon très forte, c'est que tout ce petit monde, en fait, n'est pas vénitien, dans une grande majorité. Vous avez beaucoup d'étrangers, des Allemands, beaucoup au début, des Italiens, mais qui ne sont pas forcément de la région de Venise. Vous avez des Grecs, des Dalmates, des Français aussi. Et tout ce petit monde, en fait, contribue au développement des presses vénitiennes. Et dans ce sens, en fait, Venise fonctionne vraiment comme un creuset avec plein de communautés étrangères différentes qui contribuent aux compétences linguistiques qui permettent donc d'imprimer des livres dans un très grand nombre de langues, beaucoup plus que dans les autres centres d'imprimerie. Et puis ça permet aussi d'avoir des réseaux commerciaux à travers toute l'Europe, par exemple les Allemands qui parlent à d'autres Allemands dans d'autres villes en Europe pour vendre leurs livres. Alors, est-ce que pour autant on peut parler d'un monde du livre cosmopolite ? Alors ça, c'est plus compliqué, puisqu'on voit bien sûr que les rapports de domination, les rapports de force restent toujours très présents. Et malgré tout, même quand on a beaucoup d'étrangers qui collaborent, qui travaillent entre eux, le juif converti va continuer à être sous la domination de son patron chrétien, allemand, mais malgré tout chrétien. Le grec va être sous la domination de l'italien. Vous avez quelques étrangers qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais l'histoire du développement de l'imprimerie à Venise, mais aussi ailleurs, c'est aussi l'histoire de ces rapports de domination et des inégalités du milieu économique qui est en train de se créer.